en philosophie, il faut s'interroger sur tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit pour la pensée, mais par contre, lorsqu'on a peur, lorsque les images que l'on voit à la télévision nous font peur, eh bien, il faut essayer de comprendre à travers les livres, à travers les discussions ou à travers cette vidéo. Galina Ackerman, qui est journaliste, qui est écrivaine, qui est spécialiste de la question russe. Elle-même, elle est née à Moscou, elle a quitté la Russie il y a un demi-siècle parce qu'elle n'était pas d'accord avec le régime et elle est maintenant interrogée à la télévision, elle écrit des livres et donc elle a bien voulu se prêter à cet exercice de vous parler à vous, jeune public, de ces questions importantes que vous m'avez posées. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Galina, bonjour. Bonjour. Merci de te prêter à cette aventure où on va essayer d'expliquer à des enfants qui ont 6, 7, 10 ans, on va essayer de leur expliquer un peu ce qui se passe. Je pense que ce qui est étonnant et ce qui frappe tout le monde aujourd'hui, c'est que cette guerre se passe en Europe. Bien que Kiev, la capitale de l'Ukraine, qui est aujourd'hui bombardée, se trouve à 2300 km, donc très très loin. Je rappelle par exemple que la distance entre Paris et Nice, c'est à peu près 1000 km, même un peu moins. Donc c'est presque deux fois et demi Paris-Nice, par exemple. Nous avons tous vu à la télévision, il y a plein de guerres partout dans le monde. On a vu les bombardements, les réfugiés en Syrie, en Irak et en Libye et dans les pays africains. Et ça nous semblait simplement, à beaucoup parmi nous, quelque chose de très lointain qui nous touche, bien sûr, touche notre humanité, mais qui ne nous concerne pas directement. Là-bas, les gens se battent. Maintenant, ce là-bas, c'est au milieu de l'Europe. Parce que, vous savez peut-être, si vous regardez sur les cartes, l'Europe, son point le plus occidental, c'est Lisbonne. Mais l'Europe se termine dans les monts de l'Oural. Et si vous regardez sur les cartes, donc toute la partie Europe, du continent Eurasie, vous voyez que l'Ukraine se trouve exactement au milieu. Nous, en Europe, on pensait que les guerres appartenaient au passé. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui était extrêmement dure. Si vous savez déjà compter bien, imaginez qu'il y a à peu près 50 millions de personnes qui sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale, elle s'est terminée en 1945. Ça fait 77 ans que cette énorme grande guerre, ce qu'on appelle guerre mondiale, parce qu'il y avait finalement des dizaines de pays qui ont été d'une ou d'une autre façon entraînés dans cette guerre. Et donc, depuis, sur notre continent, on a décidé que les peuples européens ne vont plus se battre entre eux. On a créé l'Organisation des Nations Unies, on a signé toutes sortes de documents, et donc on vivait en paix. On ne pensait pas avoir des gros budgets militaires. Ça semblait ne pas nous concerner, nous, Européens, directement. Et voilà que la guerre vient au milieu de notre continent. Et donc, si vous vous rendez compte de cela, que ce n'est plus en Afrique ou en Asie, Dieu sait où, en Afghanistan, que les gens se battent, mais qu'ils se battent sur le sol européen, il est clair que ça nous touche davantage. Vous pouvez passé dans la rue, vous voyez un incendie. Vous pouvez vous arrêter par curiosité, mais ça ne vous regarde pas directement. Mais quand c'est votre maison qui commence à brûler, même si ce n'est pas votre appartement, mais 2 étages en dessous ou au-dessus, ça vous touche parce que ça peut arriver jusqu'à chez vous.
Commençons peut-être par dire que la Russie est un pays au territoire absolument énorme. Et si vous regardez la carte, vous voyez que toute l'Europe, dans laquelle il y a plusieurs pays, plus de 30, elle est beaucoup plus petite que seule la Russie. Pour un peu diminuer cet ordre de grandeur, disons qu'une grande partie de la Russie se trouve dans la zone de permafrost. Permafrost, c'est la terre gelée en permanence. C'est la terre glacée qui, en fait, sur laquelle il est difficile de construire quoi que ce soit. Et surtout, c'est une terre sur laquelle on ne peut rien semer, c'est-à-dire une terre plus ou moins inutilisable. Maintenant, la Russie, c'est une histoire un peu compliquée. Jadis, il y a plus d'un siècle, il y avait l'Empire russe qui comprenait un territoire beaucoup plus grand que la Russie contemporaine. Il comprenait aussi plusieurs territoires qui aujourd'hui sont des pays indépendants. C'était un empire colonial, sauf que, par exemple, la France aussi était un empire colonial, sauf que ces colonies ne se trouvaient pas à côté de la France, mais dans d'autres territoires, par exemple en Afrique du Nord. Et l'Empire russe, il était en quelque sorte compact. Il s'élargissait au fil des siècles, mais en ajoutant toujours, en conquérant toujours de nouveaux territoires. Quand l'Empire des Tsars, l'Empire royal, on peut dire, a éclaté, ça s'est produit il y a 105 ans, plusieurs pays où vivaient d'autres peuples, plusieurs territoires où vivaient d'autres peuples, ont proclamé leur indépendance. Ils ne voulaient plus faire partie de la Russie, être ensemble avec la Russie. Quelques-uns de ces pays ont été reconquis et d'autres n'ont pas été reconquis. Par exemple, la Pologne, qui appartenait à la Russie, n'a pas été reconquise. Et donc, le pays qui est issu de l'Empire des Tsars, l'Empire royal, c'était un empire communiste. Les communistes, c'était un parti très puissant qui avait des idées qui semblaient très bonnes, les idées de la fraternité, de l'égalité entre les gens, etc. Mais en fait, les communistes qui gouvernaient le pays qui s'appelait plus la Russie, mais l'Union soviétique. L'URSS. L'URSS, parce que ça comprenait justement plusieurs territoires peuplés par d'autres peuples et qui ont été reconquis après la fin de l'Empire des Tsars par les communistes. Ça a duré pendant 70 ans, jusqu'à 1991, fin 1991, quand ce nouvel empire a lui aussi éclaté. Et c'est comme ça que les territoires, les républiques qui faisaient partie de ce nouvel empire communiste se sont séparés et ils ont décidé que chacun allait avoir sa vie nationale, ses frontières, son armée, son économie. Ils sont devenus indépendants, dont l'Ukraine. Donc, qui est M. Poutine, qui fait maintenant la guerre à un État indépendant au centre de l'Europe, Ukraine. Vladimir Poutine a passé sa jeunesse dans les services secrets de l'Union soviétique. Ce qu'à l'époque soviétique, on appelait le KGB et aujourd'hui on l'appelle FSB. Après donc l'éclatement de l'Union soviétique,
Il a travaillé à Saint-Pétersbourg, après à Moscou. Il a été pendant quelque temps aussi le chef des services secrets soviétiques. Bref, le premier président de la Russie post-soviétique, comme on dit, c'est-à-dire la Russie qui n'était plus communiste et qui s'est séparée de tous les autres républiques. Donc le premier président, qui s'appelait Yeltsin, il a nommé Poutine comme son successeur. Et Vladimir Poutine, il avait des idées très différentes, on peut dire, sur ce qui est bien et ce qui est mal pour la Russie. Ce que Poutine n'a jamais compris, qu'il se trompe de siècle. Vous savez, quand l'Union soviétique s'est formée, il y avait un dirigeant communiste qui s'appelait Lénine. C'était encore une époque coloniale. Lénine a eu son empire, on peut dire, communiste, mais il y a eu aussi d'autres empires à cette époque. Il y avait l'empire austro-hongrois, qui aussi était composé d'une mosaïque de peuples. Au centre, c'était les Autrichiens, la dynastie, les rois, les empereurs étaient autrichiens, mais il y avait plusieurs pays, pratiquement tout ce qui se trouve en Europe centrale et même une partie de l'Ukraine actuelle, ça faisait partie de l'empire austro-hongrois. Il y avait l'empire français avec non seulement l'Afrique du Nord, mais aussi des pays de l'Afrique noire, aussi même des territoires très lointains, ce qu'on appelle aujourd'hui territoires outre-mer, les DOM et TOM, et l'Indochine. Tout cela était l'empire français. Ensuite, il y avait l'empire britannique. L'empire britannique, c'était quelque chose d'énorme, parce que les Britanniques, comme c'est une grande île, eux, ils envoyaient leurs bateaux partout et ils ont conquis des colonies pratiquement dans toutes les parties du monde. Leur plus grande colonie était l'Inde. Vous imaginez l'Inde, c'est aujourd'hui près d'1,5 milliard de personnes. Bon, à l'époque coloniale, c'était peut-être moins, mais c'est un pays absolument énorme. Ouais. Et ce pays, il a été colonie de la Grande-Bretagne. Donc, vous voyez, à l'époque que Lénine ait assemblé quelques pays autour de la Russie, en plus en reprenant plusieurs de ces pays étaient déjà en province russe à l'époque des tsars, ça pouvait sembler normal à cette époque-là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'autres empires. Il n'y a aucun empire qui est resté. Tous les peuples qui faisaient partie de ces empires, ils ont proclamé depuis longtemps leur indépendance. Ils ont lutté pour leur indépendance. Parfois, c'était des guerres assez sanglantes, par exemple, comme la guerre d'Algérie. Mais ils ont tous obtenu gain de cause. Et aujourd'hui, dans le monde civilisé, on considère que chaque pays a droit d'être indépendant, peut prendre des décisions qu'il considère qui sont nécessaires, et surtout l'idéal commun, même s'il n'est pas du tout partout respecté, c'est la démocratie, c'est-à-dire les élections. On élit le président ou le chef de l'État, on élit les députés, et surtout ces présidents et ces députés et ces maires et ces chefs de région, présidents des régions, ils ne restent pas en place indéfiniment. C'est-à-dire, nous considérons que n'importe quel dirigeant, n'importe quelle personne qui nous dirige ne peut pas rester au pouvoir très longtemps parce qu'il faut qu'il y ait une alternance, il faut que d'autres gens qui ont d'autres idées
politiques et idées de développement, etc., qu'ils puissent, si le peuple les soutient, arriver au pouvoir. Donc, je reviens à M. Poutine. M. Poutine veut recréer, si on veut dire les choses très simplement, cet empire soviétique autour de la Russie. Quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, en fait, à la fin de 1999. Donc, si on calcule, il est au pouvoir depuis 22 ans, ce qui déjà n'est pas démocratique. Quand il est arrivé au pouvoir en Russie, il y avait des élections. Personne ne pensait que quelqu'un pourrait rester 22 ans au pouvoir. Et puis, même aujourd'hui, c'est 22 ans, mais théoriquement, il a aménagé les lois de telle sorte qu'il puisse rester jusqu'à encore 2036. C'est-à-dire, si ça marche pour lui, il aura été 37 ans au pouvoir. Seulement, les dictateurs peuvent rester aussi longtemps au pouvoir, c'est-à-dire les gens qui font des élections truquées et qui, en fait, organisent la vie du pays de telle façon qu'il est impossible de changer le pouvoir. Il arrive au pouvoir, peut-être d'emblée, il avait l'idée qu'il allait tout faire pour reconquérir les pays devenus indépendants et qui ont jadis fait partie de l'Union soviétique et avant cela à l'empire des tsars. Sauf que ce n'était pas bien sûr le désir de ces pays, sinon ils seraient restés ensemble. Et donc il a fait tout un chemin pour arriver à la situation qu'on a maintenant, c'est-à-dire à la guerre. D'abord, il a nationalisé, pris sous contrôle les principales chaînes de télévision. Et les chaînes de télévision, c'est la chose la plus importante. Il y a à ce jour beaucoup de gens qui puisent les informations, surtout à la télévision. Il a instauré un système de propagande, ce qu'on appelle lavage de cerveau, pour expliquer aux gens qu'il était très important de reconquérir, de s'agrandir, etc., etc. Ensuite, il a fait quelques procès pour mettre au pas les gens qui avaient trop d'influence dans le pays. Ensuite, il a créé son propre parti et il a tout fait pour que ce parti devienne dominant. Comment il l'a fait? C'est assez simple. En fait, pour avoir des postes dans les provinces, dans les villes, au Kremlin, pour être juge, etc., il fallait être membre de ce parti. Et donc, il y a d'autres partis, mais ces autres partis n'ont pas beaucoup d'importance. Un seul parti qui s'appelle Russie Unie, qui aussi, depuis une vingtaine d'années, est aux commandes. Et on ne peut pas faire une carrière dans ce pays, une carrière administrative, même souvent une carrière dans l'enseignement, si on n'est pas membre de ce parti-là. Et donc, ensuite, il a fait plusieurs guerres. Il a déjà saisi des morceaux d'autres pays, mais il n'a pas attaqué jusque-là un pays entier. Et il faut dire peut-être, ça intéressera nos jeunes spectateurs, c'est que Vladimir Poutine a grandi à Saint-Pétersbourg, où il y avait beaucoup des petits voyous. Et il en était un. Et donc, c'est la loi du plus fort qui régnait dans les cours d'immeubles et dans les rues de Saint-Pétersbourg à cette époque, quand il était jeune, qui était seulement quelques années après la guerre, et c'était encore une époque très pauvre à Saint-Pétersbourg en particulier, parce que là, il y a eu le blocus
instauré par les Allemands, qui a duré pendant très longtemps, qui a duré presque 3 ans. Il y a 1 million de personnes qui sont mortes à Saint-Pétersbourg. Donc, les années après la guerre, quand Poutine a grandi, c'était des années difficiles. Les gens mangeaient mal, n'avaient pas de bons vêtements, vivaient très pauvrement. La ville a été aussi terriblement bombardée, c'est-à-dire que dans les immeubles qui n'ont pas été bombardés, souvent plusieurs familles partageaient le même appartement, etc. Et donc c'est là qu'il a appris qu'il faut savoir se défendre, il faut savoir comment cogner. Et comme il était de taille relativement petite, même maintenant il n'est pas très grand, hein, il a 1,70 m de taille, il était assez malingre, chétif. Et c'est pour ça qu'il a commencé à apprendre le judo. Et il a persévéré, il est devenu ceinture noire, c'est-à-dire que si on essaie de le combattre, bonne chance parce que les ceintures noires, ça plaisante pas. Et donc, à 17 ans déjà, il a essayé de s'engager au KGB, donc service secret. Il a écrit une lettre de motivation. On l'a convoqué et on lui a dit, écoute, fiston, maintenant tu fais tes études, tu obtiens un diplôme et après tu reviens nous voir. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait quand même des études de droit. Finalement, petit voyou qu'il était, il a quand même eu des résultats scolaires assez honorables. Et donc, après ses études de droit, il est entré au KGB, il a fait une école pour les officiers du KGB. Donc, c'est un agent très qualifié. Et une de ses qualités, si vous voulez, c'est la capacité de mentir en vous regardant droit dans les yeux. Et il a fait cet exercice des dizaines et des centaines de fois, non seulement par rapport à son peuple, mais aussi en parlant avec des chefs d'État étrangers, avec de hauts dignitaires, en prononçant des discours qui ont été tous mensongers. Et les images que vous voyez à la télévision, les images de bombardements, des immeubles qui brûlent, des obus qui explosent, de tous ces tirs de missiles qui font des tracés comme ça dans le ciel, tout ça, les Russes ne le voient pas à leur télé parce qu'on leur dit, et c'est encore un mensonge, on leur dit, nous voulons détruire les installations militaires des Ukrainiens parce que c'est eux qui nous menacent. Mais nous ne touchons pas à la population civile. Bien sûr, c'est un pur mensonge parce qu'il y a eu des immeubles d'habitation, des écoles, je pense qu'il y a à peu près 300 écoles qui ont déjà été détruites, des hôpitaux, même des maternités qui ont été bombardées. Et il y a aussi maintenant quelque chose comme peut-être 2,5 millions de gens, d'Ukrainiens, surtout les femmes et les enfants, qui sont partis à l'étranger, dans les pays voisins, mais aussi ils vont bien sûr peu à peu se retrouver dans différents pays européens. Toute l'Europe est prête à les accueillir, dont la France. Vous imaginez, vous arrivez en France, vous ne parlez pas en mode français, pour qu'on puisse vous aider, il faut qu'il y ait des interprètes, des gens qui peuvent traduire ce qu'il vous faut aux autorités. Il faut comprendre où se trouvent les centres d'accueil, comment obtenir des autorisations, etc. Donc en France, pour l'instant, il y a peut-être à peine 10 000 Ukrainiens qui sont arrivés. Il y a une très forte mobilisation, mais bien sûr, le nombre va peu à peu augmenter. Voilà. Alors, Galina, j'aimerais qu'on passe dans une petite phase de notre rendez-vous
où des enfants posent des questions, voilà, et essaient de faire des réponses courtes, comme ça on peut en faire plusieurs. Ça te va? Oui, bien sûr. Voilà. Question de Sam, pourquoi Poutine veut contrôler à tout prix l'Ukraine? S'il veut constituer donc une sorte de nouvelle Union soviétique, l'Ukraine est la pièce maîtresse. On dit d'ailleurs, Galina, que la couleur jaune du drapeau ukrainien, ça symbolise les champs de blé. Absolument, le bleu c'est le ciel et le jaune c'est le blé. On disait encore à l'époque des tsars que l'Ukraine était le grenier de l'Europe. Donc, mais c'est pas seulement pour ça, c'est parce que ce pays, il a une très longue frontière avec la Russie. Peut-être il y a 2000 kilomètres de frontières. Et Poutine ne veut pas qu'à ces frontières, il y ait un État qui a choisi un autre modèle, un modèle démocratique. En Ukraine, pendant toutes ces années 30 ans post-soviétiques, il y a eu 5 ou 6 présidents déjà. C'est-à-dire, il y a une alternance normale. Il y a des pays, il y a des partis qui ont été créés, d'autres partis qui ont perdu leur influence, mais on ne peut pas dire qu'il y a un parti quelconque qui, comme en Russie, ce parti Russie uni, tient le pouvoir. Les Ukrainiens veulent un État européen. Les Ukrainiens savent que c'est un long chemin pour devenir membre de l'Union européenne parce que nous avons des règles, nous avons certaines règles pour le système judiciaire, certaines règles pour les élections, certaines règles pour la lutte contre la corruption. La corruption, c'est quand les gens prennent des pots de vin. Le pays corrompu, c'est un pays où voilà, vous venez pour obtenir un certificat quelconque à la mairie et on vous dit ah ben, si vous ne payez pas, mais vous n'aurez rien. En espèces. Ouais, avec de l'argent sur la table. Voilà, vous n'aurez pas votre certificat ou vous l'aurez dans 3 mois, etc. Voilà, c'est ça la corruption. Et pour entrer dans l'Union européenne, il faut aussi se battre contre la corruption. Il faut beaucoup de réformes. Et donc l'Ukraine, elle a voulu, elle veut toujours devenir européenne, mais elle est encore loin de devenir membre de l'Union européenne. Mais tout cela, cette liberté, la presse libre, les médias libres, la possibilité maintenant pour les Ukrainiens de voyager librement où ils veulent, la possibilité d'élire leurs dirigeants, d'avoir des protestations quand quelque chose ne leur plaît pas. Tout ça, c'est un mauvais exemple pour Poutine parce que ça montre que les pays qui étaient tous les deux au même titre, on peut dire, au sein de l'Union soviétique, maintenant ont pris des chemins différents. Poutine veut restaurer l'Union soviétique et le système où le pouvoir est inchangeable, ne peut pas être changé, où il y a un parti qui gouverne et un dirigeant qui gouverne, et l'Ukraine veut une démocratie comme en Occident. Voilà. Donc tout ça ensemble, ça fait beaucoup de raisons pour que Poutine veuille simplement détruire l'Ukraine. J'ai une question de Théo qui dit: est-ce que la guerre peut arriver en France? Peut-il y avoir une guerre mondiale? Il faut espérer que non. Je ne peux pas, vous savez, je n'ai pas la boule de cristal, donc je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense qu'il y a tellement de pression maintenant sur la Russie qu'il est peu probable que la Russie aille jusqu'à arriver en France. Quand même, nous avons déjà dit qu'il y a 2300 ou 2400 kilomètres entre Kiev et Paris. Les troupes russes peinent
à occuper Kiev. Alors, est-ce qu'ils pourront s'étaler sur toute l'Europe pour arriver, vous savez, la France, quand même, se trouve bien à l'ouest du continent européen. On est loin. Donc, moi, j'espère de tout cœur que Poutine sera arrêté bien avant toute tentative de sortir des limites de l'Ukraine. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des sanctions économiques très sévères prises par l'ensemble des pays européens, par l'ensemble des pays de l'Occident, pour que le régime russe comprenne que cette aventure militaire ne va lui apporter que des malheurs. Il y a une forte chance que, bien sûr, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Vous savez les enfants, si vous avez déjà étudié l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous savez qu'il y avait le grand méchant qui était Adolf Hitler, le chef de l'Allemagne, qui a déclenché cette guerre, qui a attaqué plusieurs pays, etc. Mais il faut dire que Hitler n'était pas tout seul. Hitler avait un allié, l'Italie. À l'époque, il y avait un dictateur en Italie qui s'appelait Mussolini, et donc l'Italie a soutenu Hitler. Il y avait aussi le Japon, où il y avait à l'époque un empereur qui avait le pouvoir absolu au Japon, et il était aussi l'allié d'Hitler. Et en Europe elle-même, il y avait des pays qui avaient des régimes similaires, peut-être moins sanguinaires, mais quand même. Par exemple, l'Espagne, il y avait le général Franco. Par exemple, le Portugal. Par exemple, la Croatie, la Bulgarie, où il y avait des régimes un peu proches du régime d'Hitler ou de Mussolini. Et donc, ces pays envoyaient aussi les troupes à Hitler pour qu'ils puissent se battre, les Romains aussi. Donc, vous voyez, il avait beaucoup d'alliés, Hitler. C'était beaucoup plus simple pour lui parce que ce n'était pas seulement l'Allemagne qui a attaqué le monde entier. Là, Poutine est tout seul. Il n'y a personne qui veut lui prêter la main. Il n'a pas d'alliés, à part maintenant l'allié qui s'appelle Monsieur Loukachenko, qui est président du pays voisin, qui a aussi une assez longue frontière avec l'Ukraine, qui s'appelle la Biélorussie. Lui, c'est un dictateur qui se maintient au pouvoir contre la volonté de son peuple. Et comme seul Poutine le soutient, il a l'opprobre aussi, la désapprobation du monde entier. Donc, il est prêt à créer une union avec la Russie. Mais la Biélorussie, c'est un petit pays de 10 millions d'habitants, et d'ailleurs des gens très, très pacifiques. Ils ont beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si Poutine arrive même à les entraîner vraiment dans la guerre. Mais même s'il les entraîne, c'est un petit pays, donc ce sera la Russie plus la Biélorussie. Tout ça est absolument insuffisant pour vaincre toute l'Europe et arriver jusqu'à Paris. Il y a une question de Louba21. C'est quoi l'OTAN? Petite question. Ouais. L'OTAN est une alliance entre les États-Unis et plusieurs autres pays occidentaux. On l'appelle souvent l'Alliance Atlantique parce que l'essentiel de ces pays sont proches de l'océan Atlantique. C'est une alliance défensive qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour parer à toute menace de la part de ce qu'on peut appeler le monde non libre, comme l'Union soviétique à l'époque. Et aujourd'hui, bien sûr, cette alliance pourtant défensive, elle est perçue
par le régime Poutine, comme, vous savez, comme on dit, un chiffon rouge pour un taureau, c'est-à-dire la Russie. Est-ce que c'est sincère ou pas, je ne saurais pas vous dire, mais les Russes disent, le régime russe dit que voilà, l'OTAN est prêt à les assiéger, que c'est un ennemi de toujours, etc. Mais je pense très honnêtement que ce n'est qu'une justification pour leur propre opinion publique, pour justifier l'agression contre l'Ukraine. Les vraies motivations sont des motivations colonialistes et impérialistes, c'est-à-dire que la Russie veut détruire l'Ukraine et laisse servir ensuite en la transformant pratiquement en sa colonie. L'OTAN n'intervient pas parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais les pays européens et les États-Unis aussi et les autres pays occidentaux, tous aident l'Ukraine en envoyant des armes, en envoyant l'aide humanitaire, l'alimentation, même l'essence. Donc, nous sommes, on peut dire, alliés de l'Ukraine dans cette guerre intentée, commencée, provoquée par la Russie. Question de Fatou, est-ce qu'il faut en vouloir à tous les Russes? Ça, c'est une question un peu difficile. D'une part, le peuple russe, on sait parce qu'on a fait les sondages, vous savez ce que c'est les sondages, on recueille ce que pensent les gens. Et donc, à ce jour, peut-être 2/3 ou plus de Russes font confiance à leur président. Moi, je considère que ceux qui font confiance à Poutine pour cette guerre, aussi, et en particulier tous ceux qui soutiennent activement cette guerre, dont les gens qui travaillent par exemple dans les médias officiels, à la télévision officielle, les radios, la presse, bien sûr les militaires, ils sont tous responsables. Mais en Russie, il y a aussi un mouvement contre cette guerre. Il y a probablement quelques millions de Russes qui sont contre cette guerre. Je pense qu'on ne peut pas les accuser parce qu'ils se comportent de façon très courageuse. Ils manifestent, même s'il y a des milliers de Russes qui ont été arrêtés. Ils signent des pétitions. Il y a peut-être 1,5 million de personnes qui ont signé différentes pétitions de toutes les couches de la société. Il y a des enseignants, il y a des physiciens, il y a des médecins, il y a des artistes. Des sportifs. Des sportifs, absolument, qui sont tous contre la guerre. Donc, si vous voulez, les gens qui sont déjà en opposition, je pense que c'est plutôt notre devoir de soutenir leur combat que de les condamner en bloc. Une question de Jojo Carnaval. Est-ce qu'il est possible d'aider les habitants de l'Ukraine et comment? Il est tout à fait possible. Il y a des hommes, des Européens et des hommes d'autres pays qui vont se battre pour l'Ukraine, qui partent là-bas pour défendre l'Ukraine. Ensuite, il y a l'aide à l'accueil des réfugiés, ça c'est très important. Et là, il y a beaucoup de choses à faire parce que, imaginez, les enfants qui viennent chez nous en France, qui ne connaissent pas un mot de français, il faut qu'ils prennent tout de suite l'école. Il faut non seulement aider leur mère, les pères souvent sont au front, mais ils viennent avec leur mère. Donc, il faut aider les mères à trouver du travail, à pouvoir s'occuper des enfants, à les aider pour qu'ils aient assez à manger, à avoir des vêtements. Ils sont enfuis souvent avec une petite valise, ils n'ont plus rien. C'est horrible. Il y a plusieurs organismes, plusieurs associations qui collectent l'argent pour envoyer les convois humanitaires, c'est-à-dire la nourriture,
les vêtements, les couvertures, etc. en Ukraine pour aider les populations déplacées, plusieurs millions sur les routes. C'est quelque chose de très dramatique et parfois sous les bombes. Il y a aussi des associations qui collectent de l'argent pour pouvoir acheter les armes pour l'Ukraine. Ça, c'est aussi important. Donc, tout ce qui peut aider le peuple ukrainien à résister à cette guerre absolument atroce. Il y a une question de Tim qui dit « Pourquoi les militaires russes ne tuent pas Poutine ?» C'est une très bonne question. C'est pas facile de trouver le moyen je ne dis pas nécessairement tuer, simplement arrêter, renverser Poutine parce qu'il est très bien protégé. Mais personnellement, je n'exclus pas que ça peut se produire un jour, surtout si les effets de sanctions se font sentir et si l'armée russe n'arrive pas à gagner la guerre. Moi, je pense que s'il est renversé, ça va surtout produire d'énormes désordres en Russie. Il y aura peut-être beaucoup de gens qui vont sortir dans les rues, soit pour Poutine, soit contre Poutine. Ça va être une période très difficile, une période trouble. Ceux qui renversent ne seront pas pires que Poutine, mais probablement essaieront au contraire de se réconcilier avec l'Occident, de se réconcilier avec l'Ukraine, trouver des compromis sur certains points. Il faudra peut-être payer des réparations parce qu'on ne peut pas impunément détruire tout un pays pour le restaurer. Il faut des moyens considérables. Il y a Lupin 2015, qui dit « Le Z sur les tanks, qu'est-ce que ça veut dire Zemmour ?» Voilà. Non, ça ne veut pas dire Zemmour. En fait, il y a plusieurs lettres sur les chars, les blindés, parfois les uniformes de différentes unités qui ont pénétré dans l'Ukraine. Z, c'est le signe qui est marqué sur les groupes d'armée, les unités de l'armée qui viennent de l'Est. Par exemple, les unités qui viennent du territoire biélorusse ont le signe O, etc. Il y a 5 ou 6 lettres, ça dépend de la provenance. Mais ce qui est vrai, c'est que ce signe Z a été aussi adopté maintenant comme une sorte de V de la victoire. Et donc les gens qui sont en Russie solidaires avec cette guerre collent des autocollants Z, parfois même, vous savez, en Russie, l'alphabet n'est pas l'alphabet latin comme chez nous, mais l'alphabet cyrillique. Mais il y a aussi une lettre Z. Seulement, elle s'écrit tout à fait différemment. Elle ressemble plutôt à notre 3. Et donc, dans plusieurs même slogans publicitaires ou les noms des enseignes, on remplace ce Z russe, le Z russe par le Z latin qui maintenant est identifié en quelque sorte avec la victoire. Éric Zemmour a toujours été pro-russe, il a toujours été un sympathisant de Poutine, mais même lui aujourd'hui, il n'ose pas dire qu'il soutient la guerre de Poutine parce que trop c'est trop. Super. Galina, merci pour tes éclairages, merci pour cette aventure. On a essayé de donner du sens et des perspectives et des connaissances pour notre jeune public. Merci Galina, à bientôt. Merci beaucoup, merci. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, continuer la discussion. On va lire vos commentaires, on va essayer d'y répondre. Chers parents, n'hésitez pas aussi à diffuser cette vidéo auprès d'autres parents et à vous abonner bien sûr sur mes réseaux en appuyant sur la cloche pour recevoir les notifications. Nous faisons sur ma chaîne YouTube de la philosophie vivante.
avec une grande place donnée au live et avec des questions qui vous passionneront. À bientôt. Prenez soin de tout ce que vous aimez et prenez soin du monde entier. Ciao!